Voilà, c'est bon. Mais écoutez, bonsoir. On se retrouve ce soir autour du thème entre addiction et troubles des conduites alimentaires, la place du corps. Avant de démarrer sur la thématique, je vais me présenter puis présenter nos deux intervenants. Moi, je suis Étienne Monory, je suis médecin psychiatre et addictologue en région nantaise. J'interviens également à l'Institut Mimétis. Et puis, sont présents ce soir avec nous le docteur Dubos, qui est psychiatre en libéral installé à Rennes, qui est praticien en hypnose, qui est également formateur, qui intervient en tant que superviseur et auteur de plusieurs publications, très régulièrement dans la revue Hypnose, Thérapie brève, et puis qui a une pratique très centrée sur les troubles des conduites alimentaires, la prise en charge du corps. Et puis également le docteur Eric Bardot, psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute également, qui est donc le fondateur et le directeur de l'Institut Mimétis, qui vont nous présenter leurs réflexions, leur façon d'appréhender le travail autour de cette thématique, donc entre addiction et troubles des conduites alimentaires, la place du corps. Je vous propose qu'on prenne à peu près trois quarts d'heure pour d'échange, et puis ensuite d'essayer de laisser un maximum de temps pour des échanges avec les intervenants. Vous pouvez poser des questions via le chat que je consignerai et puis que je transmettrai à nos intervenants. Merci beaucoup. Bah, écoutez, la parole est à vous. Je vous en prie. Bien, merci Étienne. Bonjour Bruno pour Bonjour. ce webinaire de fin d'année 2023 Ouais. sur le thème que nous allons partager ensemble entre troubles alimentaires et addiction, la place du corps. Comme Étienne a pu le dire, euh, je sais que depuis longtemps, ton intérêt porte sur les troubles alimentaires. Et pour ce qui me concerne, mon intérêt pour l'addiction est très orienté par rapport évidemment au psychotraumatisme et au monde traumatique. Et peut-être que avant de définir euh, ce qui rejoint et ce qui fait le pont pour nous, en tout cas ce qui nous a semblé intéressant d'aborder, c'est cette place du corps dans ces problématiques, du corps dans sa dimension relationnelle et interactionnel, c'est peut-être de, de définir euh, la question de l'addiction, des troubles alimentaires et peut-être déjà comment on peut voir l'interaction euh, entre troubles alimentaires et addiction dans la mesure où classiquement les troubles alimentaires peuvent être classés dans l'addiction et en même temps Non, pas tous. voilà. Donc, ce que je te propose, c'est tu démarres par rapport aux troubles alimentaires et ta vision de troubles alimentaires rapport à addiction et je rebondis dessus. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Alors, quand on parle de troubles alimentaires, bien évidemment, il est question à la fois ça, c'est un domaine extrêmement vaste, puisqu'il s'agit tout autant de troubles restrictifs que de troubles associant de la restriction, des épisodes de boulimie, de vomissement, de la boulimie toute seule. C'est aussi tous les processus qui amènent à l'obésité. Que ça soit chez les enfants, chez les adolescents ou chez les adultes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement large. Mais la perception que j'en ai aujourd'hui liée à mes 30 années d'exercice, c'est que le trouble alimentaire, le problème, c'est que dans notre culture médicale, il a été très souvent, il est encore maintenant abordé sous l'angle purement symptomatique, c'est-à-dire le symptôme alimentaire. Pour moi, aujourd'hui, maintenant depuis de nombreuses années, le trouble alimentaire est avant tout une solution. Alors, c'est une solution, on verra ensemble effectivement une solution à des processus dans lesquels il y a une altération des liens, on va dire ça au sens large du terme, une altération des liens
que ça soit les liens que l'on a avec nous, avec le monde, notre monde communautaire, avec notre famille, le lien à l'autre, et qu'effectivement le trouble alimentaire vient comme une solution pour atténuer, on pourrait dire ça comme ça, pour atténuer les effets euh, désagréables au minimum, voire extrêmement anxiogènes ou déstructurants, les effets des liens. Et que le problème des troubles alimentaires, c'est que alors pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, cette solution malheureusement marche. Elle marche dans le sens où elle atténue effectivement les effets délétères des liens. Et donc on verra ensemble, effectivement, et c'est là aussi qu'on se rejoint sur cette notion d'effet des liens et la façon dont les gens les vivent et dans la notion d'être ensemble, etc. Mais fondamentalement, pour moi, aborder les troubles alimentaires sous l'angle de la solution est un non-sens, dans le sens où ce n'est que une solution. Et que s'occuper des processus dans lesquels il y a une altération des liens me semble fondamental, parce que sinon on est simplement dans une réponse opératoire dont on sait dans la grande majorité des études que les résultats sont incroyablement mauvais, on va dire ça comme ça, puisqu'on dépasse à peine les 20-25%. Et encore, ça dépend ce qu'on donne comme élément d'évaluation de la résolution du trouble alimentaire. Donc, c'est un peu ce que je dirais en introduction. Et je vais rebondir dessus, mais ce qui m'intéresserait, c'est quel, euh, quel lien tu peux faire dans ta représentation entre troubles alimentaires et addiction? Eh bien, dans la perception que j'en ai, alors déjà, effectivement, et on le verra, tous les troubles alimentaires sont pas forcément tous, obéissent pas tous au processus addictif. Cependant, il y a un certain nombre de points communs, notamment justement dans ces processus qui alimentent le, le, le trouble alimentaire. C'est que si on prend les choses de façon extrêmement générale, et c'est là, à mon sens, qu'on rejoint le processus de l'addiction, c'est que on pourrait dire que les troubles alimentaires peuvent obéir à trois processus qui les alimentent de façon considérable. Les processus traumatiques, tu en as parlé, que l'on retrouve effectivement dans l'addiction. Il y a aussi, on le verra dans certains troubles alimentaires, pas dans tous, une dimension de nécessité de performance et de perfection que l'on retrouve dans les phénomènes addictifs. Il y a aussi dans les processus qui alimentent les troubles alimentaires la notion d'anxiolyse ou comment on va dire, de supprimer les effets anxiolytiques au sens large du terme des effets des liens, et notamment dans certains contextes qui génèrent du trouble alimentaire, cette notion que l'on retrouve aussi beaucoup dans les processus addictifs, qui est celle de la notion de vide, Mm. du vide relationnel, du vide de sens, du vide d'être ensemble, et de la, comment dire, de la mise à distance du ressenti corporel et du corps dans la relation. C'est un peu ce que je dirais là aussi un peu en termes de pont, quoi. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, car euh, euh, dans ma vision, dans ma perception de ce qu'est l'addiction, et particulièrement quand elle est connectée, je veux dire, à des problématiques ou de désordre affectif, de troubles de l'attachement, on en parlera, ou de traumatique, psychotraumatique, c'est quand tu dis c'est une solution. Euh, et cette solution, j'aime bien, j'aime bien dire que c'est une solution qui va euh, dans le sens de mettre en place une tentative de résilience, c'est-à-dire d'aller répondre d'aller répondre à, comme tu l'as dit, à
un désordre affectif, un vide relationnel. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu dis, à partir du moment où la personne va rentrer dans, dans le fait que le, le- alors justement, c'est là où est la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on va parler du support du médium? Est-ce qu'on va parler du comportement? Mais à travers tout ça, c'est d'observer en implicite que c'est bien de, de la relation, et particulièrement de la relation humaine et de l'attachement dont il s'agit et qui est en arrière-plan et qu'on va voir ensuite, qu'on va développer la place du corps en relation. Et ce que je dirais, c'est c'est que oui, c'est comme si le comportement addict vient répondre à un manque relationnel, manque affectif. Et que cette dimension, alors le manque, il peut être ou parce qu'il est absent, ou parce qu'il est dysfonctionnel. Hmm. Et, euh, et à ce moment-là, euh, la question de l'addiction, elle me semble se poser euh, non seulement dans de ce qu'elle va être, ce qu'elle va engager de la relation à l'autre, et qu'en fait, elle va engager à travers, si je prends l'exemple, bon, allez, on va prendre l'exemple des drogues, mais on peut prendre l'exemple des écrans, on peut prendre l'exemple du jeu, on peut prendre euh, d'autres exemples. En fait, euh, le travail, on peut prendre maintes exemples. Euh, En fait, la question, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est par l'intermédiaire, je prends l'exemple du produit, c'est par l'intermédiaire du produit que va jouer la relation à l'autre. Hmm. Sauf qu'en fait, sauf qu'en fait, comme tu le dis, force bien, c'est que tant que ça joue la relation à l'autre à travers le produit, ça marche, mais le problème, c'est que ça ne marche que de manière temporaire, parce que la relation qui s'installe, c'est celle au produit et non pas à l'autre. Hmm. Je dirais même, quelque part, que probablement pour moi, une frontière, Oui, ça crée une frontière vas-y. entre, entre deux types d'addiction. C'est que tant que les Oui, liens sont suffisamment en place, on va avoir une addiction, mais une addiction qui va être, regarde. Mm. qui va venir avec une addiction où la personne va avoir un minimum de liens. Et quand l'addiction passe et vient complètement se substituer, c'est là, à mon avis, où on a affaire aux addictions les plus graves. Absolument. Puisqu'on a la même chose dans certains troubles alimentaires, Tout à fait. rejoignent complètement le processus de l'addiction, et je pense Oui, notamment à ce que l'on voit chez certains jeunes adolescents qui se mettent devant les écrans en mangeant des chips et des pizzas, oui. et qui effectivement, pour moi, sont effectivement, c'est ce que tu décris de ce stade où il n'y a plus, ça crée même plus le lien, quoi. C'est ça. Et qu'à ce moment-là, on passe en fait sur des addictions qui sont des polyaddictions, Oui, souvent. absolument. Et, et effectivement, je crois que la question me semble mettre en jeu parce qu'on ramène l'addiction à la personne, à l'individu, et on en fait un problème individuel. Et ce qui me semble important, c'est d'élargir euh, et de percevoir que c'est à la fois un problème individuel, mais c'est un problème d'appartenance. Oui, Et c'est aussi un problème d'appartenance, je veux dire, à une, comment dirais-je moi, une communauté intime. Mais c'est aussi un problème d'appartenance et de jeu sociétal, car la question de l'addiction, elle est aussi, comment dirais-je moi, elle vient questionner, euh, comment dirais-je moi, tout ce qui est la question de la représentation, de la réussite, et en miroir de ce qui va être tout ce qui tourne autour de l'échec, et donc à travers l'échec, ce qu'on appelle la déficit de l'estime de soi, etc., etc. Et, euh, et comme on l'avait dit, et puis je vais te repasser la parole,
et tu en as dit quelques mots. Et ça me semble effectivement important de percevoir que ça met en jeu vraiment trois processus qui peuvent d'ailleurs interagir ensemble, qui est, comme tu l'as dit fort justement, la question de la performance et du dopage qui va dans la réussite sociale. Hein. Si je prends les drogues, le modèle, c'est la cocaïne, par exemple, hein, ou les amphétamines. De l'autre côté, le modèle de l'anxiolyse, hein, avec et, et où à ce moment-là l'addiction, et là je pense qu'un certain nombre de troubles alimentaires ont cette fonction anxiolytique. Absolument. Et le troisième, c'est la fonction, j'allais dire, euh, de partir ailleurs, de se déconnecter. Et là, on voit bien comment ça peut être le cas d'un certain nombre d'addictions comme, euh, comme les hallucinogènes, pour ce qui est des drogues, mais aussi des écrans, hein. Partir Mhm. dans un monde virtuel et de se déconnecter en fait d'une réalité insoutenable. D'une réalité insoutenable qui, si on la vit, Oui. mène souvent à l'effondrement. Et qui sont la vie, mènent à l'effondrement. Et qui d'ailleurs, paradoxalement, va emmener dans des processus d'exclusion. Oui. D'exclusion et du groupe proche et d'exclusion sociale. Euh, et donc, oui, ce qui me semble intéressant, et c'est d'amener justement sur cette dimension corporelle du corps en relation et pas du corps mécanique, Mhm. car le corps en relation, vient questionner la dimension de la mise en place de l'être ensemble, non pas dans les représentations mentales, mais Dans dans le lien. l'expérience. Absolument. Oui. Ça, c'est très important, Eric, ce que tu dis, parce que on a souvent, malheureusement, et ça, c'est quelque chose qui infiltre nos études et médicales et psychologiques, qui est que le lien n'a est regardé, entre guillemets, analysé, observé par la grande majorité des thérapeutes, mais y compris dans l'espace sociétal, sous l'angle de la représentation psychique du lien, c'est-à-dire Oui, les pensées ou les cognitions qu'on met sur un lien, une relation. C'est-à-dire que la relation existe parce qu'on la pense. Et ça, c'est à mon sens une erreur fondamentale parce que depuis que je fais de la thérapie et notamment depuis que je travaille avec l'hypnose, c'est-à-dire quasiment depuis le début, et que je vois des patientes et des patients qui sont effectivement dans des processus de troubles alimentaires, ce qui m'avait frappé au tout début, c'était effectivement que la grande majorité d'entre eux sont ce qu'on pourrait dire en langage hypnotique dissociés, ou du moins comment dire, la pensée n'est plus en lien avec l'expérience corporelle. Et que là, on se rejoint, Eric, complètement sur l'idée que, et aussi lié plus à l'expérience, c'est plus l'expérience à mon sens qu'une croyance en soi, c'est que le lien, la relation entre deux individus, si on prend la dyade, mais après, effectivement, elle est beaucoup plus élargie que ça, c'est avant tout une expérience corporelle qui est partagée. oui, C'est-à-dire que c'est cette expérience corporelle partagée qui va permettre, et on pourra développer un peu parce que je pense que c'est quand même extrêmement important parce que c'est au cœur de notre travail thérapeutique, oui, qui est que qui dit défaut de lien dit défaut de l'expérience corporelle partagée en fait. Or, cette expérience corporelle partagée, elle fait appel à des éléments qui ne sont pas des éléments cognitifs fondamentalement, du moins au début. Elle fait, à mon sens, appel à deux éléments qui sont ce que certains ou certaines qui écoutent ce webinaire connaissent bien, qui est la notion de synchronisation et la notion d'accordage. Et ces deux notions-là, elles sont fondamentales parce que ces deux notions sont altérées à la fois dans les processus addictifs et dans les troubles alimentaires, comment dire, qu'ils obéissent à un processus addictif ou pas. Et que dans cette notion de lien et d'expérience corporelle partagée,
La notion de synchronisation, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre, comment on va dire, c'est plus temporel, c'est-à-dire c'est quelque chose de l'ordre d'un rythme qui se fait dans un espace-temps commun, qui est celui de la rencontre. Or, la synchronisation, c'est la base effectivement du lien, mais il y a pas de lien sans accordage. Or, l'accordage, il se passe effectivement aussi au niveau corporel, mais pas que, puisque, à mon sens, hein, l'accordage dans sa dimension affective, il permet aussi à deux individus de reconnaître une intention commune dans la relation. Je pourrais, tu m'autorises, Eric, à donner un exemple? Vas-y, vas-y, au contraire. Voilà, je te disais tout à l'heure, je vois hier une jeune fille qui est dans un processus anorexique extrêmement grave et qui était, quand je l'ai rencontrée, dans un processus de pré-effondrement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, simplement pour le fait que lorsque je l'ai vue, c'était hier soir, oui, c'est ça. Je l'ai vue hier soir, et hier soir, donc, elle me dit qu'elle se sent un peu mieux, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en train de tomber, et on fait ensemble une expérience de lien dans lequel je lui demande de poser ses mains sur les miennes et d'observer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que très vite, elle se détend et elle se met à osciller. On se met à osciller ensemble. Donc là, on peut dire qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la synchronisation. Sauf que quand je lui demande d'observer ce qui se passe lorsqu'il y a ce mouvement conjoint et qu'on est ensemble, elle me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans moi et ça me détend, je me sens détendu, ça s'ouvre et ça me rassure. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as l'expérience de ça? Et elle me dit, oui, c'est comme quand il y a des câlins avec ma mère. Quand elle me dit, quand il y a des câlins avec ma mère, on pourrait se dire qu'elle est dans l'expérience. Or, ce qu'elle me dit, c'est la représentation qu'elle a de comment ça a pu être avec sa mère à un moment donné. Sauf que immédiatement, quand on continue l'expérience et que je la laisse dans l'expérience et qu'on la continue ensemble, la première chose qu'elle me dit, mais ça, c'est plus possible maintenant. Ce n'est plus possible maintenant parce que quand ma mère me fait des câlins, ce que je sens, c'est que ça la rassure elle. Et je lui dis, comment tu observes ça? Et elle me dit immédiatement, ben, en fait, quand elle me prend dans ses bras, ça me fait un peu de bien, mais ça s'ouvre pas et ça détend pas comme maintenant. Donc cela illustre une chose, c'est qu'elle peut éventuellement avoir la représentation du lien à sa mère, mais ce qu'elle expérimente avec moi lui fait se rendre compte qu'il y a un défaut d'accordage et de synchronisation. Et pourtant, sa mère la prend dans ses bras. Mm. Mais l'intention n'est pas la même. Et ce que me dit cette patiente-là, comme beaucoup, et c'est pour ça que j'alerte les thérapeutes là-dessus, c'est qu'il y a une différence entre la représentation que l'on a du lien et le fait que ce qui se passe dans le corps, dans deux corps en relation, dans le être ensemble, dans le moment où il y a cet accordage, est totalement différent. Et que si on n'y prête pas garde, on peut simplement continuer à faire du comme si. Oui, C'est-à-dire, ben, c'est génial, cette fille-là, elle est en lien avec sa mère la rassure, elle fait des câlins. oui, Je ne sais pas tout si à je fait. suis clair. Et, et ce que tu soulèves à travers ce que soulève cet exemple, c'est des choses extrêmement délicates et complexes à notre époque, parce qu'en fait, ça veut dire tout simplement que la construction de l'intime, qui n'est pas notre intimité, de l'expérience intime, qui a à voir, comme tu le décris dans cette situation, avec le lien d'attachement dans son expérience corporelle, euh, c'est une expérience de fusion-diffusion. Hmm. C'est-à-dire que la fusion mène, comme si l'être ensemble mène à l'unité, qui va permettre de la différenciation. Et cette expérience-là, c'est ce qui permet justement, dans la différenciation, l'expression de la singularité de chacun dans l'être ensemble. Or, comme tu décris très bien
dans cette situation, ce que dit cette jeune fille, c'est que justement, cette fusion-diffusion qu'elle a peut-être connue à un moment donné, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et que ça n'est plus le cas parce que dans ses perceptions, elle perçoit qu'en fait, où il y a une partie d'elle qui perçoit que même si l'intention est de faire un câlin, l'expérience de câlin n'est pas tournée vers une expérience partagée et d'unité dans Absolument. l'être ensemble, mais une expérience qui est tournée euh, vers la dépendance, c'est-à-dire en fait vers la réassurance maternelle. Mm. Ce qui est, ce qui, dans le cadre des troubles de l'attachement, prend le nom d'une relation anxieux-ambivalente. Mm. C'est-à-dire, c'est-à-dire où, euh, c'est-à-dire où je ne peux, comment dirais-je moi, euh, je ne peux pas rentrer justement dans cette expérience d'unité partagée, qui va construire l'appartenance. Et c'est important parce que c'est pas pour moi l'expérience de l'attachement, elle est d'abord justement à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau corporel. Sauf que ça remet en cause euh, quelque chose qui est un discours qui est extrêmement présent dans l'espace social, qui est mon corps m'appartient. Or, le problème, c'est que mon corps ne m'appartient pas. C'est la relation à mon corps qui m'appartient. Mm. Ben oui. Et que la base, nous sommes des êtres qui avons ce deal à la fois de pouvoir nous développer dans notre singularité, mais aussi dans l'appartenance. Et c'est à la fois et à la fois. Alors, la construction de l'appartenance dès le tout petit, c'est d'abord dans l'expérience d'unité corporelle. Absolument. Et Celle-là comment? c'est celle-là qui crée la réassurance. Et c'est celle-là qui crée une base relationnelle sécure, Et oui. Donc, par une base d'appartenance. absolument. C'est bien pour ça que moi, je Et me... c'est très important, si tu me permets, et je te repasse la Oui, parole, c'est là-dessus que va s'inscrire la confiance dans la relation à l'autre, tout à fait. dans la relation humaine. Oui, oui. Et donc, justement, comme cet élément est fondamental, je ne peux qu'encourager les thérapeutes qui nous écoutent à prendre en compte et à vraiment plus que prendre en compte, c'est-à-dire faire un état justement de là où le patient ou la patiente est dans la rencontre avec le thérapeute, dans sa compétence, sa possibilité ou son impossibilité d'être avec une tête, certes, mais un corps en relation Mm. l'un avec l'autre et avec le thérapeute, déjà. Et que commencer à travailler les troubles alimentaires comme les processus addictifs, à mon avis, même si tu es beaucoup plus spécialisé que moi dans ce domaine, euh, en ne prenant comme base que les représentations psychiques de ce qui est dit lors de la rencontre, me semble, alors certes utile, mais une erreur fondamentale si on ne prend pas en compte ce fondamental qui est, y a-t-il possibilité encore, dans le contexte de la thérapie, de pouvoir recréer une expérience corporelle partagée dans lequel, effectivement, et c'est encore plus présent dans les processus traumatiques, bien sûr, qui va remettre éventuellement, enfin, c'est pas éventuellement, qui est la seule possibilité de remettre en place une relation de confiance et de confiance dans ce que peut être une relation humaine, dans lequel on peut se faire confiance et dans lequel on peut comment dire, se protéger ou se porter, quoi. Or, ce processus-là, Mm. ce bilan-là, plutôt, cette prise de conscience et de contact du thérapeute de cette réalité clinique et thérapeutique, elle est quasiment jamais enseignée. Or, à mon sens, Oui, c'est le fondamental. oui. Oui, oui, je partage avec toi que c'est le fondamental. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, dans ce fondamental, une des voies qui peut amener, c'est justement que si on se focalise sur le comportement comme un comportement à modifier, ça ne répond absolument pas à la question centrale qui est, et qui va rejoindre, quand tu parlais d'une solution, qui est en quoi ce comportement, les effets de ce comportement sont-ils utiles à cette personne? Absolument. Et oui, c'est la question, à mon sens, qui est centrale et qu'effectivement, ce que l'on voit, nous, c'est les effets de cette solution-là Oui, et le fait que dans la grande majorité des cas, euh, du moins pour moi, mes patients et mes patientes n'ont plus un corps en relation. oui, C'est clair. oui, Et que commencer à mettre en place des stratégies, effectivement, qui seraient centrées sur des comportements, genre elle ne mange pas assez, il faut qu'elle mange, elle mange moins, euh, c'est aller complètement à l'encontre de ce fondamental de ce qu'est un être humain, quoi. Un être non, humain, c'est un être humain de relation qui, effectivement, est en relation, comme tu disais, tu es en lien avec ton corps, donc le lien, il t'appartient, mais en même temps, ton corps, il fait partie d'une communauté humaine, quelle qu'elle soit. oui. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'à partir de là, ça pose la question d'abord de, ça pose la question sur une triptyque où on focalise juste sur la réponse individuelle, alors qu'en fait, on pourrait dire que c'est d'abord la question de l'appartenance et la question du sens. Hmm, tout à fait. C'est-à-dire car de mon point de vue, euh, euh, en tout cas pour ce qui concerne l'addiction, euh, de toute, il n'y a pas d'addiction qui n'amène pas à un changement à une prise de position, à un changement de sens de vie, Oui. que ce soit de manière implicite ou explicite. Hmm, hmm. Et donc, en fait, la question de l'appartenance, la question du sens, la question de l'appartenance, elle est centrale. Puisque justement, au fur et à mesure, si je vais prendre l'exemple caricatural avec les ados qui démarrent euh, la cigarette, le hash, l'alcool, etc. Au départ, c'est bien pour être ensemble et faire groupe. Sauf que dans la construction de faire groupe, si ça reste là et que le faire groupe est structuré par le produit, on pourrait dire que les réseaux sociaux peuvent parfois jouer les mêmes rôles, etc. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le produit pour faire groupe. Et que si je quitte le produit, je quitte le groupe. Mais si je quitte le groupe, je m'exclus du groupe. Et donc, il faut pouvoir assumer une alternative à cette exclusion. Oui, Et le problème, c'est que si je passe dans le stade au-dessus, ça va être même le groupe, puisque c'est que à travers le produit, le comportement que le groupe est là, et donc petit à petit, il va s'exclure. Et en fait, j'ai rentré, comme par exemple, on peut prendre le modèle de l'alcool, dans un scénario de seul au monde. hmm. Mais on peut prendre dans les troubles alimentaires la même chose, où à la fin, j'allais dire, je mange, je me remplis, et en fait, j'en ai plus rien à faire des gens qui sont autour de moi. Hmm. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, on n'est plus que dans une relation entre la personne et le produit. Oui. Oui, la personne est le produit et pas la personne, son corps et la Oui, personne, son corps oui. dans une communauté. Et ce qui est très important, comme tu l'as bien décrit, c'est qu'à ce moment-là, le corps en soi devient un corps vide de contenu Tout à fait. Vide de contenu et vide de et vide de sensations. de sensations relationnelles Oui, à vide d'autres de humains. sensations relationnelles. Et oui. Et Donc, c'est très important ce que tu dis, parce qu'à ce moment-là, on est dans dans une sensorialité du sensible, hmm, et entre cette sensorialité du sensible et le mental.
Ouais. Et en fait, il n'y a plus ni l'affect, ou une réduction de plus en plus de l'affect, de l'affect relationnel, hein, et aussi des capacités d'imagination qui sont réduites à une imagination reproductrice. Mm. Ben oui. On est OK. Ah, mais on est complètement OK. Et c'est bien pour ça que j'ai toujours été assez, alors, au minimum dubitatif, voire assez affolé par des stratégies hypnotiques pour mobiliser de l'imaginaire chez des patientes anorexiques sans prendre en compte ce que tu viens de dire, Ben oui, c'est- c'est-à-dire un imaginaire qui est altéré. qui n'est pas incarné dans la Oui, relation. Donc, c'est un imaginaire complètement opératoire ou oui, reproductif. On peut, comme ça, imaginer des tas de trucs, mais ça ne crée ni aucun changement non. et ça ne fait certainement pas évoluer la situation. Ouais, et donc, effectivement, dans cette idée-là, bien évidemment, dans tout ce bilan-là, alors j'aime pas trop le terme de bilan ou d'évaluation, on pourrait dire ça comme ça. Je pense qu'effectivement, c'est ce que quand on a préparé ensemble le séminaire à venir, il y a toute cette dimension, effectivement, pour aider quelqu'un à se remettre dans une expérience corporelle partagée. Encore faut-il qu'il ait à nouveau un corps, Oui, déjà, qui puisse sentir un corps dans lequel il y a un peu de vie, oui, ce qui est important, oui, et qu'après, effectivement, c'est aussi au thérapeute d'évaluer comment ce corps relationnel, qui est donc pas oui. simplement un corps postural, Mécanique. on va dire, comment ce corps relationnel mobilise ces différentes composantes corporelles de la relation, Oui, comment est-ce qu'elles sont là, comment elles sont installées, qu'est-ce qui peut se développer, qu'est-ce qui n'est plus développé, qu'est-ce qui s'est arrêté, enfin tous ces éléments-là qui font partie de la relation hein, de façon complètement claire, parce qu'une relation incarnée, comme on disait tout à l'heure, dans l'accordage, dans cette notion d'accordage, il y a ce qu'on disait de la perception d'être ensemble et d'avoir une perception commune de l'intention relationnelle. oui, Or, chez l'être humain, à mon sens, il y a fondamentalement deux intentions relationnelles qui après se déclinent en plein de formes différentes. Mais fondamentalement, il y a toujours ces deux intentions d'aller vers l'autre et d'accueillir l'autre. oui, Et que ces deux intentions relationnelles-là, elles ne sont pas, comment dire, en dyade, c'est-à-dire l'un qui va tout le temps vers et l'autre qui accueille. Il faut effectivement que dès qu'il y a dans l'intention d'aller vers, la- la- l'accordage, on va dire sécure, à mon sens, hein, celui qui crée la sécurité et la perception commune de la relation, c'est un aller vers dans lequel je suis aussi capable d'accueillir et quand j'accueille, je peux aller vers. Et c'est en permanence ce mouvement-là. Or, dans 100% des troubles alimentaires, ces intentions relationnelles-là ne sont pas en place. ne sont pas en place. Et oui, et non seulement elles ne sont pas en place, mais même, et ça c'est quelque chose là qui mène sur les troubles problématiques, c'est qu'en plus, euh, ça passe sur l'anesthésie émotionnelle et le détachement indifférence. Absolument. Ou alors là, euh, ça veut dire que et ça nécessite que je stimule mon corps pour le sentir vivant et que je provoque des sensations pour me sentir exister. C'est ce qu'on a avec certaines scarifications, ce qu'on a avec des Oui, prises de produits, c'est exactement le même phénomène et que beaucoup de thérapeutes se plantent ou vont ou s'égarent en mettant les scarifications dans ces contextes-là comme des équivalents suicidaires. oui, On n'est pas dans cette dynamique-là, c'est non, effectivement comment sentir encore un peu de vie. oui, c'est ça. Comment sentir un peu de vie? Et donc, un des enjeux fondamentaux de nos approches thérapeutiques, à mon sens, c'est qu'effectivement, euh, avant d'aller, comment dire, aider les gens
à travailler les effets des liens dans leur monde relationnel, quelle que soit la dimension. Encore faut-il qu'ils soient à nouveau en état de. Et être en état Oui, de, ça signifie d'avoir à nouveau un corps en vie qui peut se mettre en relation au moins avec le thérapeute. oui, et oui. Et, euh, et pour ça, il faut d'abord, j'allais dire, il faut d'abord avoir la conviction de l'expérience de vie en soi, Ben oui, que la vie est présente en soi. absolument. Et oui, Deuxième étape, la conviction de la capacité à tenir debout, c'est-à-dire dans notre station de corps dans l'espace. oui, parce que nous sommes des êtres humains de bipédie, il ne faut pas Oui. l'oublier. Et après, troisième étape, c'est les liens affectifs, Absolument. la trame relationnelle. Tout à fait. Et que, à mon sens, enfin, pour moi, mes stratégies thérapeutiques quand je reçois des patients qui ont des troubles alimentaires obéissent à ces trois fondamentaux-là. Oui. Parce qu'en retour, tu vois, quand tu dis que ça obéit à ces trois fondamentaux comme dans l'addiction, en retour, si je peux dire, si on prend, et c'est intéressant que tu aies parlé de solution, parce que oui, effectivement, la solution, elle marche. Mais quand elle marche, elle emmène quand même à l'exclusion Ben oui. Elle, sociale, ah oui, elle elle emmène. emmène à l'exclusion Absolument. affective, Absolument. et elle emmène à la fin à la mort. Oui, mais la solution initiale, c'est des solutions à court terme, c'est-à-dire Oui, c'est une solution pour éviter les effets. d'accord. Mais les effets Tout à fait. personnels, corporels des relations. Mais effectivement, c'est une solution qui amène à du pire, puisque bien évidemment, elle amène à l'exclusion. Ben oui. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est même le paradoxe, parce qu'elle mène à l'exclusion avec des produits de consommation Mais qui sont présents dans la communauté. qui sont présents dans l'espace social. Ouais, absolument. Donc, Et donc, effectivement, du coup, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, euh, c'est tout ce travail-là, dans ces trois dimensions-là, à mon sens, elle devrait infiltrer la majorité de nos stratégies thérapeutiques. Or, même si nous, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler, d'échanger plein de fois, on est dans cette dynamique-là. La grande majorité, cependant, aujourd'hui, alors j'aime pas le terme des prises en charge, parce qu'on ne prend pas en charge les gens, mais des stratégies thérapeutiques sont avant tout des stratégies opératoires, comportementales, oui, qui ne répondent absolument pas à tout ce qu'on vient d'échanger depuis 45 minutes maintenant. oui, et je vais rebondir là-dessus d'ailleurs. C'est ça que c'est sur ce terrain-là que, et comme on partage cette base-là, que c'est sur ce terrain-là que qu'il s'agit de comprendre que c'est d'abord euh, comment, comment notre corps relationnel euh, euh, et qu'est-ce qui permet de remettre en mouvement et de faire entrer un vécu corporel, c'était un vécu expérientiel, justement dans l'expérience partagée, c'est-à-dire dans l'expérience de vie. Mais, Et ce qui me semble vraiment important, c'est de comprendre que c'est, euh, que ça amène, hein, tu l'as bien décrit, et, et c'est, et c'est ce qu'on déroule en formation, c'est la perception interne du corps, mais mais et à côté de des perceptions internes du corps, du volume du corps, c'est aussi la place du corps dans l'espace, mais c'est aussi le jeu des perceptions internes et des perceptions externes. tout à fait. Et que c'est d'observer comment, pour habiter l'espace, en fait, ça n'est pas qu'une question de position physique,
c'est aussi une question de position relationnelle. Et dans cette position relationnelle, il y a toute la construction de mon histoire. Hmm. Et que la construction de cette histoire, qui est interactionnelle, sculpte en quelque sorte, en retour, Tout à fait. Il est fascinant de constater au corps. comment au niveau des composantes corporelles, on ne peut pas toutes les Oui. détailler, mais si on prend simplement la notion des axes, les axes du corps, l'axe sagittal notamment et l'axe frontal, la façon dont il repose sur le bassin, la façon dont le bassin peut développer de la fluidité ou de la rigidité, comment il est installé, sa rétroversion, son antéversion, etc. Comment nos axes corporels, la façon dont ils se développent, c'est certes le fruit de calcium qui se met sur des vertèbres, mais Oui. ça d'accord, mais fondamentalement, c'est la résultante de toutes nos expériences corporelles, relationnelles, Oui. qui vont, et on le comprend bien, quand tu parlais tout à l'heure à juste titre du travail sur le monde relationnel et les liens, on comprend bien dans ce contexte-là que si nos axes corporels, comme nos volumes, comme notre physiologie, comme la biologie du corps, elle est interactionnelle, Comme si, l'ADN, comme l'ADN, si on considère que, si on reprend l'exemple que des axes, ou du reste, que c'est effectivement la façon dont ils se développent, qu'ils croient et qu'ils se développent pour tout individu, c'est le fruit de nos expériences relationnelles, on peut aussi tout à fait, du coup, prendre en compte le fait que soit ces expériences relationnelles sécures, confortables, amenant à l'autonomie, vont amener au développement corporel de ce que j'appelle le déploiement corporel qui amène à cette présence au monde et à l'autre en sécurité, mais elle peut aussi considérablement limiter ce développement-là. Et que je m'aperçois, moi, en thérapie, que lorsque ces fondamentaux-là peuvent être réinstallés et que les gens peuvent les réexpérimenter, ces fondamentaux changent corporels. c'est pas que les fondamentaux corporels qui changent, c'est qu'on voit la Ben non, personne changer aussi, et absolument, tout à fait, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, absolument. dans sa manière d'interagir. Et dans sa manière d'interagir et la place qu'il se donne, la place il peut se penser avec une place, en fait. Mais tu vois, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est de bien comprendre que d'un côté, ça pose la question dans l'interaction entre l'espace social et ce qui s'exprime dans l'espace social, et la place de l'intime dans l'espace social. Et à travers l'intime, la manière d'aborder la relation au corps, euh, 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 a un impact, me semble-t-il, important sur à la fois le développement, la socialisation et en miroir la question de l'addiction. Oui, tout à fait. Et on voit bien que si on prend, on élargit euh, justement, on voit bien dans les communautés qui ont été déstructurées, on va dire, hein, comme en Hmm. Amazonie ou ailleurs, eh ben, comment va s'installer l'addiction, alcool, drogue, sexe, euh, euh, et comme si ben, il y a un lien entre la relation entre l'intime et le sociétal, et comment ce lien à travers l'individu et la place du corps va venir ou non influer sur la question, je dirais, et des troubles alimentaires et de l'addiction. Oui, oui. Parce que dans les troubles, parce que on peut pas occulter, moi ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé la première fois que j'étais allé aux États-Unis de, de, de voir, c'était au Seaquarium de San Diego. J'arrive à 9 heures du matin, le grand Seaquarium du monde, et il y avait partout des panneaux, il y a l'interdiction de manger dans les salles. Et en fait, dès 9 heures du matin, les petits Américains à l'époque, hein, c'est il y a 40 ans de ça,
bah, ils avaient déjà le gros paquet de pop-corn, la bouteille de coca, les, le hamburger arrivait à toute vitesse, enfin, et en fait, ils mangeaient toute la journée, quoi. Et C'est donc, encore un peu le cas. comment? C'est encore un peu le cas. Oui, mais on voit bien comment ça crée une, comment à ce moment-là, ça crée une désorganisation de l'intime. Mm. Forcément, absolument. Messieurs, je Oui. fais le trouble fait et Non, au contraire, le bienvenu. je vois que la pendule tourne. Vas-y. Ouais, bah, je vous remercie beaucoup en tout cas de tous ces échanges et puis de l'élargissement. Enfin, je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir se défocaliser quelque part du patient et puis de ramener et les familles, hein, enfin les parents, les proches, les familles, et puis comme ça de faire grossir toutes les communautés qui sont embarquées dans les problématiques qu'on accueille dans les cabinets. Alors, je repose en tout cas la question aux spectateurs, hein, si vraiment vous souhaitez intervenir ou poser des questions, c'est le moment. Moi, je peux ouvrir et poser la première ou les suivantes, mais je voulais profiter de votre présence et notamment, Bruno, tu disais en ouverture qu'il y avait des troubles des conduites alimentaires qui ne rentraient pas forcément dans le cadre des addictions, si j'ai bien saisi. Oui, Et oui, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus parce que ça a oui. beaucoup piqué ma curiosité quand tu disais ça. Alors, effectivement, tout ce qu'on a évoqué là, Oui, euh, on est effectivement dans des processus qui sont très proches des troubles addictifs. Cependant, il y a certains troubles alimentaires que je trouve d'ailleurs assez fréquents et tant mieux parce que comment dire, les réponses thérapeutiques sont beaucoup plus simples. C'est tout un registre de troubles alimentaires qui peuvent prendre des formes multiples, hein. Ça peut être de la restriction, éventuellement des épisodes de boulimie avec vomissement ou sang, où en fait on se retrouve avec, et alors ça rejoint un peu ce que disait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont alors ça touche surtout des jeunes filles, plus des jeunes filles d'ailleurs que des jeunes garçons, mais c'est extrêmement fréquent, hein, qui en fait se retrouvent confrontés à une disharmonie évolutive. C'est-à-dire que, comment dire, elles se retrouvent avec un corps sexué. Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder la notion de ce que c'est qu'un corps sexué, mais elles se retrouvent avec un corps sexué, c'est-à-dire avec des caractéristiques, on va dire, morphologiques. On va le mettre comme ça qui ont plus à voir avec l'âge adulte qu'avec l'enfance. Mais dans un contexte, et c'est là où on rejoint en partie ce que disait Eric tout à l'heure, une disharmonie entre la compétence émotionnelle personnelle à accueillir ce changement corporel avec les changements que cela implique au niveau relationnel, oui, à la fois dans la famille, par rapport à la fratrie, mais dans l'espace sociétal. mm, Et que une des solutions, donc ça crée une anxiété importante, mais comment dire, la solution du trouble alimentaire vient arrêter l'anxiolyse, ou vient arrêter l'anxiété plutôt, mais on est comment dire, je pourrais dire qu'il n'y a pas de vide ni avant. mm. Alors, il y a un vide après, qui est le vide de qu'est-ce que je vais devenir, mais c'est un vide relatif. C'est une façon de mettre en pause en fait. Oui, et que, en fait, lorsque... Alors, les contextes sont multiples, hein. Les parents peuvent avoir des difficultés à accompagner ça. Ça peut être des parents qui eux-mêmes sont dans un vide pour accompagner leur enfant vers cet état d'adulte. Mais parfois, certains sont un peu désemparés par une fille de 12 ans qui en fait 18 ou 20, voire plus, Mm. et qui se fait regarder dans les transports en commun par des mecs de 50 ans, ou plus ou moins. Et donc, en fait, dans ces contextes-là,
le fait de remettre cette réassurance dans le lien et de remettre dans la dynamique sociétale, et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui parce que, comme disait Eric, on est dans un monde de représentation Et euh, d'identité. et identitaire dans lequel certaines jeunes filles ont beaucoup de mal à la fois être dans l'identité d'enfant, c'est quoi une identité d'adulte, c'est quoi être adulte, etc. Mais c'est globalement, à mon sens, des contextes que alors moi, j'en vois beaucoup, hein, mais en même temps, je vois beaucoup, beaucoup de troubles alimentaires. Donc, je pense que c'est surreprésenté. Mais à mon sens, on n'est pas dans ce processus addictif, Oui. mais Je plus rebondis. dans le passage, comme on pourrait dire en systémie, on pourrait dire dans une difficulté à passer ce cycle de vie-là qui t'amène à... Alors, il peut y avoir des parents qui sont anxiogènes là-dedans. On peut avoir aussi des troubles de l'attachement, hein, mais dans mon expérience, il y a pas ce même vide-là que l'on rencontre quand même dans certains troubles alimentaires, hein, qu'on a très clairement, hein, mais, donc, Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. oui. Alors, je rebondirai sur ce que tu dis, Bruno, parce que je pense que dans cette description que tu fais, pour moi, est inclus aussi un certain nombre on peut y inclure un certain nombre comment dirais-je moi, le rapport aux écrans aussi. Ah oui, ouais. Hmm. Et, et, euh, et le rapport aux écrans peut s'inscrire tout à fait aussi, non pas dans une problématique d'addiction classique, mais dans cette problématique Oui. de, de croissance. Et Et je pense que une altération du processus de croissance, on pourrait c'est dire ça. l'altération du processus de croissance, oui. Et Absolument. d'ailleurs, à deux moments, comme tu l'as dit, au moment de la puberté et au moment de l'entrée dans le monde des adultes, c'est-à-dire le passage, le passage qui amène à quitter le milieu familial, à y Absolument. entrer dans l'espace social. Et à rentrer dans l'espace social, tout à fait. J'ai- Ouais. J'avais sinon la question d'une personne qui est spectatrice là, et je lis la question, hein. Vous dites que l'on peut difficilement mobiliser l'imaginaire, si j'ai bien compris. Or, dans mon expérience avec les personnes souffrant d'obésité, ce sont les ateliers à médiation qui apprécient le mieux et mobilisent leur élaboration. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitiez rebondir sur cette remarque ou ce que vous souhaitez apporter comme information. C'est vrai on a discuté là de ces personnes qui viennent avec un imaginaire assez pauvre, ou en tout cas difficile mobiliser directement. Ouais. Alors, tu m'autorises, Eric, je pense Bon, que tu bah, vas-y, dois fais. répondre aussi. J'aurai ma réponse après. On est sur deux choses différentes, c'est-à-dire que effectivement, l'élaboration, si on parle de la possibilité de produire de l'imaginaire, Mm. celle-là, elle n'est pas mise en cause. Des fois, l'imaginaire, il est pauvre, mais des fois, il est très riche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un imaginaire qui n'est pas incarné, c'est-à-dire qui n'est pas associé à quelque chose de corporel dans la dimension expérientielle, reste de l'imaginaire. Et que dans mon expérience, que ça soit des personnes obèses ou des personnes qui sont en processus restrictif, il n'y a plus de lien à l'expérience corporelle. C'est-à-dire que c'est comme je donnais l'exemple de la patiente tout à l'heure, Mm. qui a pu faire la différence dans l'expérience corporelle par rapport à l'intention de sa mère. Mais si je m'étais arrêté là dans l'expérience et que je lui avais demandé de me raconter des tas de trucs sur comment dire, sur ses expériences de câlin avec sa mère et ce qu'elle imagine de ce qu'elle pourrait faire comme câlin avec sa mère et de ce qu'elle pourrait imaginer de ce que serait leur relation, elle est capable de m'en parler pendant 1 heure. Mm. C'est à deux niveaux différents. C'est-à-dire que on a, dans nos représentations, on a l'impression que le cerveau est tout puissant et que l'imaginaire fait tout. L'imaginaire fait tout quand il est en lien avec un corps en vie et en relation. Sinon, Euh, c'est un imaginaire, je dirais, c'est un ballon d'hélium sans Est-ce ficelle. que, est-ce que tu me permets de Absolument. rebondir? C'est parce que quand on a imaginaire, on a là encore la question.
puisque j'ai entendu parler de médiation. Oui. Euh, C'est-à-dire que ce soit avec des supports ou que ce soit une dynamique groupale, ça veut dire que ça nécessite de passer sur l'imagination créatrice. Et l'imagination créatrice qui active l'expérience corporelle est une imagination en lien. Et donc elle crée un effet d'expérience partagée. Et c'est l'effet d'expérience partagée qui a l'effet. C'est pas la, la production en soi avec le médium ou la production en soi en groupe. Ça veut dire que là, à travers le médium ou à travers le groupe, on va pouvoir entrer dans, dans une expérience partagée. Et donc, il faut euh, parce qu'il y a d'un côté, et ça c'est très important, on parle de l'imagination opératoire reproductrice, mais il y a l'autre, c'est de barrer dans la fantaisie. Et la fantaisie, ça ne crée rien. D'accord? Donc, c'est pas évidemment, la médiation n'est valide qu'à partir du moment où, en retour, elle crée des effets d'expérience partagée. Or, C'est pour là qu'il où est l'effet thérapeutique. oui, mais pour qu'il y ait un effet d'expérience partagée, comme on l'a dit, le lien est une expérience corporelle partagée avant d'être une expérience cognitive partagée, Oui. et que une personne en situation d'obésité, si elle est toujours, alors ce que je pourrais dire dans le langage hypnotique, dissociée, Mm. sans aucune perception corporelle, euh, fruit de la relation, la médiation et le support pour l'imaginaire, pour que cette personne puisse effectivement rentrer dans une expérience partagée, si elle a toujours pas de corps, Mm. elle n'y rentrera pas. C'est ça que je veux dire. Oui. Et en même temps, c'est là où est l'importance du travail thérapeutique à travers le ou la thérapeute, ça va être de justement servir de support. Et oui, pour qu'à nouveau, il y ait cette Voilà. expérience commune. Tout à fait. Moi, enfin, je pense que ça répond, hein, la personne à valider votre réponse. Moi, ça me fait très écho là, ce que vous dites justement à une question très pratico-pratique, c'est-à-dire ah, mais et puis il y a d'autres questions qui arrivent vite. Mais dans le cadre des consultations, comment ça se passe? Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez compliqué, ça, de pouvoir mobiliser les personnes au-delà des représentations. Et par Ah, le jeu des questionnements, ben oui, très souvent, on est pris à notre propre piège où il y a du j'ai l'impression que, ou j'imagine que, ou je me dis que. Et je trouve que c'est assez compliqué de parfois se décaler de ça. Et je sais pas comment vous vous y prenez, vous, pour. moi, je peux en parler, mais c'est des choses effectivement que l'on essaye de développer en atelier, ça. Parce Oui. que, en fait, le principe fondamental, c'est effectivement qui dit expérience dans l'ici et maintenant. Et que lorsqu'on est sur des pensées, je pense que, je crois que, etc., il y a toujours la nécessité de renvoyer, mais là maintenant, il se passe quoi dans vous, là maintenant, avec ça? Et que très souvent, il y a, ben, j'en sais rien. Et qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi quand on est ensemble, là, dans le cabinet, ensemble, là, avec l'espace qui est notre espace, Oui, à nous deux, là. Comment ça réagit dans vous à ce moment-là? Ouais, ramener. tout ce travail-là, de Mm. remettre, en fait, ce qui est de l'ordre de la représentation psychique dans une dynamique relationnelle, mais avec des effets corporels. Et qu'il y a ici aussi, effectivement, après tout un travail qu'on pourrait considérer un travail hypnotique, Oui. de remise en mouvement du corps dans le domaine du vivant. Mm. Et que ça, c'est difficile de, comment dire, Oui, de l'exposer comme ça. décontextualiser comme ça, hein. Oui. Et il y a une dimension expérientielle qui est importante. Mm. Alors, je rebondirai dessus, ta réponse, Bruno, en disant la chose suivante. C'est que l'enveloppe corporelle s'expérimente dans l'enveloppe relationnelle. Et cette enveloppe relationnelle, elle a comme fonction de mettre en place ce que j'appellerais la contenance. Et la contenance, c'est pas la contention. Oui. La contenance, ça va être que l'expérience, que le corps va expérimenter, nous allons expérimenter quel espace nous pouvons occuper.
Et cette contenance, Bon. elle va démarrer, et trop souvent, justement, on a appris en thérapie à être sur le contenu. Donc, par exemple, si je vais poser des questions, des trucs, je vais être sur le contenu. Alors qu'en fait, la contenance, elle va s'installer par le rythme Par la et par la synchronicité. construction d'un espace-temps partagé. Voilà, absolument. Et donc, même avec des questions, et qu'est-ce qui va valider que ces questions ont un effet de contenance? C'est à partir du moment où, justement, elles vont permettre de descendre du mental dans l'expérientiel et de l'expérientiel dans l'expérientiel partagé. Et c'est là, à ce moment-là, où on peut, à ce moment-là, aller justement introduire, euh, une fois qu'on est dans l'expérientiel partagé, introduire tout ce qu'est la dimension du travail corporel par les effets en retour, les effets de feedback en retour sur, mais là, comment ça réagit dans ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est... Oui, Je, je, j'en profite parce qu'il y a d'autres questions qui sont posées et qui me oui. paraissent aussi intéressantes sur d'autres points. Il y avait une question hein, qui était est-ce que tout cela ne viendrait pas interroger la fonction de l'objet dans la relation à l'autre? Ou comment la relation du sujet pardon, au produit vient nous indiquer à quel endroit de la relation primaire, à quel endroit pardon, la relation primaire aurait potentiellement échoué, manqué, à choper? Je trouve que ça vient parler là de la symptomatologie. Est-ce que la symptomatologie est indicative de la problématique à travailler, peut-être? Alors, si je rebondis sur cette question qui utilise un langage qui n'est pas forcément complètement le nôtre, mais je vais rebondir, euh, je dirais que notre singularité d'être humain est la capacité à objetiser le vivant et à métaphoriser, c'est-à-dire à transformer l'objet en sujet, c'est-à-dire à le personnifier. Et donc, on a cette capacité à la fois de personnification et de symbolisation, et de l'autre côté, de transformer, de transformer l'autre en objet, c'est-à-dire d'opérer un processus de déshumanisation. Et donc, effectivement, le problème est que le produit euh, est dans une relation d'un monde composé de représentations et d'objets, et où les représentations ont fonction d'objet, et non pas de sujet. Et que toute la question va être, dans la thérapie, d'une rencontre de sujet à sujet. Et que le langage du sujet n'est pas le langage matériel, mais c'est le langage de l'imaginaire, c'est-à-dire métaphorique, symbolique, etc. Il y avait enfin, il y avait une question de la même personne hein, qui disait, vous parlez de représentation psychique, mais nous pouvons davantage parler de symbolisation, dans le sens de l'inscription. Ouais, est-ce qu'on peut davantage parler de symbolisation dans le sens de l'inscription de l'expérience? Alors, c'est pas, j'ai- Alors, si je sais que... Alors, je vais clarifier dans notre langage, la symbolisation, elle emmène à la fois la représentation et l'expérientiel. Hmm. Oui, Alors, à la différence du signe qui est dénué de l'expérientiel. De l'expérience, oui. donc il y a ce côté expérientiel qui est une dimension qui revient là, hein, qui est prise en Oui. compte. Il y Je avait peux donner un exemple très simple pour comprendre. C'est une démonstration que j'avais faite au congrès de Nice de psychiatrie biologique il y a plusieurs années de ça. Je demande à quelqu'un de venir et je lui dis pour, pour décrire ce que c'est l'activation de l'imagination créatrice. Donc je dis je vais vous demander de penser à un objet euh, particulièrement important pour vous. Et je dis maintenant, je la mets en vision dans le présent, et je dis maintenant, observez devant vous la présence de cet objet. Elle me dit, je vois rien. Je dis, OK. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez particulièrement, je veux dire, à quelqu'un auquel vous êtes particulièrement attaché. Et là, je dis, maintenant, cette personne, elle est là présente devant vous. Et là, elle dit, je la vois. Et ce qui est intéressant en coulisses à la fin, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, la personne qui est venue, c'était son fils. Et son fils était à l'hôpital pour une maladie grave.
Et en fait, l'objet à lequel elle a pensé, c'est son téléphone portable. Or, vous voyez bien que le téléphone portable, c'est ce qui va servir de support de communication avec son fils. Mais que le lien, il est avec son fils, il n'est pas avec le téléphone portable. Donc, Oui, quand dans un premier temps, elle dit le premier objet auquel je suis attaché est le téléphone, en fait, c'est la représentation du lien à son fils. oui, Et celui-là, ben, on ne peut pas l'activer. oui. Oui, je vois bien. C'est confondre l'outil Voilà, et ce qu'il véhicule, hein, en termes voilà. d'attributs relationnels. Oui. Bon. Moi, j'avais une autre question, si on a le temps. C'était par rapport au moment, Bruno, où tu pouvais nous parler des troubles des conduites alimentaires et des intentions qui n'étaient pas en place, hein, sur l'histoire d'accueillir, d'aller vers. Euh, Oui. moi, je me demandais enfin, comment ça se traduisait ça d'une façon assez clinique, c'est-à-dire quelle forme ça prend quand on rencontre ces patientes, j'ai envie de dire, mais les patients d'une façon générale, le fait que cette lecture des intentions n'est pas en place, comment ça va se traduire? Bah, Et ça se traduit, alors, alors, bien évidemment, là pareil, il faudrait plein de temps, mais si on veut rentrer de façon extrêmement schématique, hein, pour que les gens comprennent un peu ça, le aller vers, c'est il y a un mouvement corporel et une intention. Hmm, Si tu me parles effectivement de la façon dont on peut observer ça, le aller vers nécessite un corps qui se met en mouvement, ok, hmm. qui se met en mouvement pour aller vers, ok. Oui. Dans ce aller vers, il y a ce qu'on pourrait appeler un désaxage, c'est-à-dire que on peut se plier un peu sur le bassin, on se met en avant, comme quand on dit bonjour, par exemple, Plutôt de dynamique, hein. Ouais. en termes de dynamique. Hmm. Et cette dynamique du mouvement corporel nécessite d'être dans ces axes, mais qu'on peut se désaxer. Si on peut aussi se désaxer dans le plan frontal, c'est pas la même chose de dire bonjour et bonjour. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces éléments-là, lorsque ils sont installés et sécures, il y a de la fluidité et un rythme. Quand il y a une difficulté, et ça on le voit tout le temps, qu'est-ce que ça altère? Ça va altérer la fluidité, le rythme, et on va être dans quelque chose d'extrêmement rigide, de raide. Hmm. Et que cette raideur-là, elle n'est pas physiologique. Oui. Même si on a tous nos zones de raideur, j'aurais même tendance à dire que on peut avoir un lumbago, effectivement, mais garder de la fluidité dans le mouvement corporel de l'intention, même si on a mal. Hmm. Okay, que la grande majorité des patientes anorexiques, il suffit de les regarder, leur bassin est en rétroversion complète, c'est-à-dire que les ailes iliaques sont vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de se déployer ou pas, c'est rétracté. Okay, et ce rétractage-là altère bien évidemment le aller vers, mais il altère tout autant l'accueil. Oui. Parce que dans le aller vers et dans l'accueil, on va dire qu'il y a fondamentalement deux grands pôles qui sont le pôle affectif du aller vers et le pôle qui est le plus génital, et que ces deux pôles-là ne sont pas investis pareil, et que quand on est petit, on n'investit a priori pas le pôle génital, du moins dans une intention relationnelle. Hmm. Et que ces deux pôles-là, on les retrouve au niveau corporel. Et qu'effectivement, quand il y a cette difficulté dans la synchronisation du aller vers et de l'accueil, on le voit immédiatement dans le corps, Hmm. par la rigidité, par le défaut de synchronisation, même par cette impossibilité d'accordage ou le fait de donner à l'autre une intention qui n'est pas la sienne. Hmm. Du coup, Ça résonne très fort ce que tu dis en termes de figement de ces patients qu'on reçoit et qui absolument, sont raides comme des piquets, hein, absolument. qui font, enfin, il y a une expression qui dit être mort à l'intérieur, et je trouve il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Mais absolument. Ou ces filles qui ont arrêté leur processus de croissance et de développement et qui ont 28 ans et qui ont fait un corps de filles de 12 ans.
OK? Alors, Tu vois, mais. Et donc, dans ce corps de filles de 12 ans, leurs intentions relationnelles, soit elles vont être fluides comme des filles de 12 ans, soit elles vont être fluides dans des contextes de représentation. On le voit par exemple sous un objectif ou sur une photo, mais dès qu'il s'agit d'un lien, d'une Hmm. expérience partagée relationnelle, le corps se fige. Hmm. Soit alors, je vais rebondir, consciemment, si soit tu permets, partiellement. Bruno. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est là ensuite où c'est le plus important. C'est qu'à partir de ce que tu viens de dire, ça veut dire que l'expérience relationnelle ne va pas pouvoir se nourrir d'une relation accordée. Hmm, Et ça, et que ça va venir impacter quelque chose d'essentiel qui est le processus de séparation. tout à fait. C'est-à-dire le processus de séparation en lien, ce qu'on appelle la permanence du lien. Hmm. C'est-à-dire que je vais me nourrir de l'expérience et j'emmène l'expérience même si je me sépare de la personne. Alors à partir du moment où il y a ces expériences-là, ça veut dire que la séparation ne va pas se vivre comme une séparation, mais comme une rupture. Et comme un C'est-à-dire abandon. que ce qui va venir, ça n'est pas d'être nourri par l'expérience et par la relation, si je peux parler comme ça, de telle sorte que j'emmène les effets de l'expérience avec moi. À ce moment-là, la rupture va créer le manque et le vide relationnel. Tout à fait. Et donc, en retour, un sentiment d'incomplétude. Hmm, absolument. Mais je ne sais pas si on répond à ta question. À la mienne, si. Enfin, ça, Ah, sur le aller vers et le. oui, 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 mais ça vient faire écho sur les thématiques de l'accordage, hein, et que ce soit Oui, dans le fait de rentrer en relation, mais aussi dans le oui, fait de pouvoir enfin, je vais répéter, mais de pouvoir se séparer en lien, hein, Oui, et qui n'est pas une rupture. oui. Et c'est très important parce que, par exemple, on voit bien dans le scénario d'addiction, comme dans le scénario Mm. des troubles, de nombre de troubles alimentaires, c'est d'abord et avant tout la question de l'intention. C'est-à-dire, en d'autres termes, que par exemple, si je prends le phénomène addict, l'addiction, elle commence avant d'avoir commencé à consommer le produit. Oui, Dans un certain nombre de troubles alimentaires, par exemple, si on est sur la boulimie, par exemple, le scénario de boulimie, il commence avant d'avoir commencé à agir la boulimie. oui, absolument. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ce qui va ancrer le scénario d'addiction, c'est déjà que ça démarre dans l'anticipation, avant même que l'acte se concrétise. Parce que justement, c'est au moment, et pas à n'importe quel moment, c'est au moment où justement l'expérience d'incomplétude, de vide, de manque va venir sur le devant de la scène. Associé à ce dont on vient de parler il y a 2 minutes là. Tout à fait, associé à ce dont on vient de parler il y a 2 minutes. oui. Je me fais le porte-voix. Il y a une nouvelle question qui est arrivée que je trouve intéressante. C'était peut-on travailler ces dimensions-là dans des jeux de rôle? C'est-à-dire, bah, justement, c'est un peu dans l'idée de faire semblant et je trouve que c'est pertinent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la représentation. Je trouve qu'on rejoint cette. Ben, c'est la base des ateliers que nous proposons sur ce sujet avec Bruno. Bien sûr que mais là où je ferai attention, Oui, c'est que c'est pas des jeux de rôle. C'est un comme si qui doit amener à des expériences authentiques. C'est pas un comme si qui doit rester Comme dans si la distancié. distanciation. Sinon, Voilà. euh, mm, et sinon, voilà, c'est raté. Ouais. oui, On peut faire une séance de cinéma où on fait comme si. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, la dimension de l'expérience et du ressenti de ce qui se passe, ça peut permettre effectivement après au thérapeute aussi du coup de mieux percevoir les enjeux de, de, de ce travail-là avec ces oui. patients-là et ces patientes-là. Un peu une dimension de galop d'essai et puis de pouvoir Oui, expérimenter, hein, voilà. avec plus de sécurité peut-être. Oui. Et qui va permettre progressivement euh, l'engagement qui va permettre justement Mm, de, d'amener à des expériences, un expérientiel qui permet justement
de passer vers, je dirais, l'enrichissement. Si je le dis d'une autre manière, si on parle en langage hypnotique, dès qu'on est dans des processus comme ça, on va être dans des expériences de sensorialité partielle et de motricité partielle. Ce qui fait l'expérience de plénitude, c'est de passer dans la motricité globale et l'expérience polysensorielle. Donc toute la question est d'emmener la personne dans cette expérience globale et polysensorielle partagée. Et c'est là tout l'enjeu. Tout Quand l'enjeu. tout à l'heure, effectivement, avec des patientes et des patients, donc on voit qu'ils peuvent être en figement, notamment. Mm. Voilà. Mais c'est effectivement l'enjeu majeur. Ouais, je souris par rapport aux commentaires qui arrivent, hein, qui disent, bon, bah, c'est tout un programme. Oui, c'est tout un Ouais, programme c'est tout un qu'on vous programme. invite à venir. Tout un programme, oui. Bon, juste avant de conclure, donc il y avait un commentaire et une question, et puis je pense qu'on on Oui, va en rester là parce que je vois qu'il est presque 20 heures déjà. Mais il y avait une dernière question pour toi, Bruno, hein, qui reprenait là quand tu disais tout à l'heure la difficulté d'attribuer à l'autre, enfin, pardon, le fait d'attribuer à l'autre des intentions qui ne sont pas les siennes Oui. par la patiente. Qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Eh bien, ça veut dire que lorsque l'on perd la possibilité de se synchroniser et de s'accorder, la seule chose qui nous reste, c'est la pensée ou enfin, la représentation psychique de la pensée, de la relation. Et Mm. donc, effectivement, lorsqu'on est soi-même plus en possibilité d'avoir un corps en vie, en relation, tout le mouvement relationnel de l'autre peut être, comment dire, alors je vais dire un terme qui n'est pas juste, mais tant pis, qui peut être mal interprété, c'est-à-dire que comme il n'y a plus la possibilité de synchronisation et d'accordage, il n'y a plus que ce que l'on voit de l'autre et ce que l'on pense éventuellement de ce qu'on voit de l'autre. Mm. Mais on n'est pas dans une expérience polysensorielle. Chacun se raconte son histoire. Et oui, et voilà. puis je vois par exemple certaines patientes qui me disent, mais moi là, je ne peux pas fermer les yeux même 2 secondes parce que je ne sais pas ce que vous faites. Mm. Voilà, Comprends? si je rebondis sur ce que tu viens de dire, Bruno, c'est de comprendre que euh, l'expérientiel permet le dialogue, permet l'expérience partagée, permet la narration, donc la construction de l'histoire, et de s'enrichir de l'expérience de l'autre qui nourrit sa propre expérience et qui construit une histoire partagée. Et, euh, et justement, c'est cette dimension-là qui est extrêmement importante et justement qui est occultée euh, quand on rentre dans les processus euh, addicts, par exemple, Et dans beaucoup de troubles alimentaires, parce et dans qu'on a beaucoup de troubles alimentaires. chaque fois c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que quand tu n'as plus que un référentiel de pensée pour partager des sensations, des expériences relationnelles, tu ne les partages pas en fait. Il n'y a plus, c'est plus Voilà. possible. Et à partir du moment où tu n'es plus dans cette position-là, comme dit Bruno, à ce moment-là, tu vas passer sur l'interprétation sûre. Et Voilà. l'interprétation sûre va prendre le jugement, le commentaire, les croyances, etc. Et qui, si elle se généralise, ben, à ce moment-là, compartimente, clive, Et isole. divise, Et isole. jusqu'à... voilà, Personne ne me comprend. voilà. Je suis Et seul au monde. passe sur des positions identitaires figées. Voilà. Mm. J'aimerais que les gens, quand ils me voient, ils comprennent que je suis anorexique. Il faudrait qu'ils comprennent. Je l'ai plein de fois, ça. Mm. Et là, on est effectivement sur une posture identitaire. Mais en même temps, c'est la résultante de tout ce qu'on vient de parler pendant plus d'une heure. Je vous lis un dernier commentaire qui, je trouve, était assez illustrant. Enfin, c'est quelque chose dont on a pu parler, hein, mais un témoignage plutôt qu'un commentaire. Il me vient le cas d'une patiente que j'ai accueillie récemment en consultation et que je n'ai pas eu la sensation de rencontrer, comme si elle Mm. ne pouvait pas entrer en lien avec moi. D'ailleurs, Mm. sa demande de thérapie restait assez diffuse et
est pas très clair pour la thérapeute qui l'a reçu là. Mhm. Donc, ouais, avec une espèce d'incommunicabilité où on n'arrive pas à créer un sens commun. Oui, ben oui, oui. Merci. Voilà. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Très Il est bien. 20 heures. Eh ben, Euh, écoute, merci Étienne. ouais, bah, merci à Merci, tous les deux en Étienne. tout cas pour. C'est à chaque fois du débat de haute volée, en tout cas, c'est très nourrissant. C'est le thème d'ailleurs, sur des conduites alimentaires. Ouais, Merci. d'ailleurs, il va falloir aller manger. Ouais, exactement. Oui, d'ailleurs, petit commentaire, Étienne. Oui, D'ailleurs, on parle toujours de l'anorexie mentale, mais on devrait parler de la boulimie mentale. oui. Eric, tu remets une pièce dans la machine. T'exagères. Bon, je remercie tous les participants aussi qui nous ont suivis jusque-là. Et puis, grand plaisir de vous avoir écouté, débattu. Et puis je pense aussi à tous ceux qui pourront regarder cette vidéo en replay que je salue. Et de bonnes fêtes. Et à Oui, l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. avec plein de chocolat, Voilà. plein de fourrés, des chapons, enfin, folie, quoi. Du foie gras. Allez, Foie gras, tout ça. allez, au revoir et bonne Au soirée. plaisir, à bientôt. À Au revoir. bientôt.